une marque forte, c'est pas une love brand, c'est une like brand. Quand on arrive à monter, quand j'ai envie de te dire vulgairement, un putain de concept et qu'arrive à embarquer une campagne, mais c'est jouissif. Et moi, j'aime l'histoire de le patrimoine de la marque. Être intéressant avant d'être intéressé. Je me suis confronté à une vingtaine de personnalités, et pas des petits noms, hein. Nicolas Bordas, Mercedes Serrin, Georges Mohamed Chérif, Thierry Ardisson. On l'a fait dernièrement avec Brooks de chez Webedia et Domino's Pizza pour l'anniversaire. Yes à la créativité. Bienvenue dans Yes ou No, là où une syllabe peut réécrire une histoire, la tienne, celle de ton entourage, de tout un écosystème, voire d'un pays, comme on pourra le voir avec nos différents invités. Sur ce podcast, on explore ces moments où une décision, dire oui ou non, peut tout changer. Ici, on est précis, pas de blabla, on dit que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Ok, alors je vais prendre mon téléphone parce que tu as un profil assez original et complet. Donc pour pas faire de fausses notes et de pas me tromper, je vais essayer de te décrire en quelques mots avant de te poser toutes mes petites questions. Alors j'accueille Michael Ilouz, entrepreneur passionné. Tu as fondé Conceptory, une agence de communication où la créativité se mêle au sens. Tu es aussi l'auteur du livre Révolution Story, dans lequel tu explores l'impact des réseaux sociaux, de la pub digitale et du storytelling moderne sur notre société. Tu as su dire non à la communication superficielle et oui à une approche plus humaine, plus responsable, où chaque marque devient un vecteur de sens. Est-ce que ça ressemble à qui tu es ? Tout à fait. 100%, 10 sur 10, 20 sur 20, c'est parfait. Alors, question rituelle, Michael, si tu regardes en arrière, quel est le premier yes ou no, peut-être à l'adolescence ou au début de ta carrière, qui a vraiment changé ta trajectoire ? Alors, il y en a évidemment beaucoup dès le jeune âge, mais je vais dire que celui qui m'a le plus marqué, je pense, c'est de vouloir écouter mon instinct, d'aller dans vraiment la communication, le marketing, de dire non à du conformisme d'études classiques et de rentrer finalement dans un univers de publicitaire où beaucoup de gens, tu sais, peuvent penser que à l'époque, il faut se remettre à ce moment-là que c'est des glandeurs ou que la pub ils se droguent, que c'est pas très sérieux. Ça rappelle les années Ardisson et toutes les années 70-80. Donc moi, je suis rentré comme un petit enfant là-dedans. Donc j'ai dit oui à la créativité et non au conformisme classique. Alors c'est une question assez traditionnelle que je pose. Est-ce que tu as eu un mentor que tu as connu ou pas d'ailleurs, mais qui t'aurait inspiré pour la suite de ta carrière ? Alors, il y a énormément de personnalités qui m'ont inspiré. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'imagine on va y revenir, il y a une vingtaine de grands noms. Donc, je ne sais même pas par lequel commencer parce qu'on retrouve des noms incroyables. Mais s'il y a bien une personne qui m'a marqué, c'est Christian Blachas. Christian Blachas, donc, c'est le patron de CB News qui n'est plus là et de Culture Pub. Et alors, on disait dès le jeune âge, est-ce que tu as été marqué ? Ben oui, je fais mes études et je regarde Culture Pub à la télé. Donc, c'est le badoum bain avec toutes les publicités. Et il va me marquer. Et je vais avoir la chance, donc après d'être étudiant, de lire le magazine CB News, de regarder la newsletter. Et je vais pouvoir travailler avec lui. Et j'avais, à un moment donné, tous les vendredis, je mangeais avec lui pendant une période et il me coachait. Il me donnait pas mal de conseils au tout début où j'ai lancé mon agence. Et pour la petite anecdote, je cherchais le nom de mon agence. Et il me dit, est-ce que tu connais l'histoire de Twingo ? Comment ils ont trouvé le nom de Twingo ? Il me dit, c'est la voiture qui danse dans la ville. Je dis, OK. Il me dit, en fait, c'est le twist et le tango. Twist et tango, Twingo. Et moi, j'avais deux mots en tête. J'avais concept, j'avais story. Et grâce à ce déjeuner, je vais rentrer de mon déjeuner avec mon mentor et je vais créer Conceptory en fusionnant les deux mots. Donc oui, ça, c'est une des personnalités, en tout cas dès le début, qui m'a inspiré, qui m'a donné la passion de la pub. Alors Blachas, c'est les années 80-90. Moi aussi, j'adorais cette émission. J'allais même à la nuit de la pub, au Palais des Congrès. Je trouvais ça génial. Tu dis souvent que tu es un fils de pub nourri à la pop culture des années 80-90. Yes ou no ? Et qu'est-ce que ça t'a appris sur la façon de raconter une histoire ? Alors yes, je suis un fils de pub. No, je suis pas un fils de
ça se joue à une lettre, mais ça pourrait être une insulte. Mais c'est bien un fils de pub. Effectivement, ouais, j'ai grandi là-dedans. Ma mère était dans la publicité, dans des grandes agences. Donc, elle m'a fait découvrir cet univers. Et comme je l'ai dit, après en regardant Culture Pub, en découvrant cet univers, j'avais vraiment l'amour des marques, de regarder l'histoire. Je sais que tu as un podcast sur les success stories qui parle du yes or no des personnalités. Et moi, j'aime l'histoire le patrimoine de la marque. Donc, effectivement, ça a été pour moi un long parcours d'être un fils de pub. Alors maintenant, je suis plus un petit enfant. J'ai grandi, mais je reste avec des yeux toujours hyper innocents de regarder cette créativité qui est incroyable. Et dire non au code traditionnel de la publicité, c'était risqué, yes ou no? Et comment tu as réussi à imposer ton ton finalement? C'est une super question. Écoute, j'ai dit qu'il fallait pas être dans le traditionnel pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que des agences de pub, faut se remettre. Quand j'ai créé Conceptory, qui fête ses 15 ans d'ailleurs, hein, donc faut se remettre il y a 15 ans. Il y avait des grands groupes, et je dis d'ailleurs dans mon livre, je dis en rigolant, on dirait des noms un peu comme les gros cabinets d'avocats, BBDO, BBDP, BETC, Euro, RSCG, et c'était que des initiales, et moi j'avais envie d'avoir un nom qui claque, donc Conceptory, et à ce moment-là, naît Buzzman, naît Rosa Parks, naît La Chose, et ils vont m'inspirer, ils vont me donner confiance en moi, des agences indépendantes. Et je me suis dit, mais comment j'émerge, moi, dans cet univers? On est une marque, une agence aussi doit avoir sa propre marque et son identité. T'as complètement raison, Gilles. Et je me dis, bon, mais je vais être ce qu'on appelle, les Anglais disent out of the box, sortir des sentiers battus, être un peu plus disruptif. Donc, je vais démarrer en étant à la fois dans les médias tactiques, le hors-média, en faisant des RP, en étant dans le début avec les blogueurs, donc c'est le début des influenceurs. Et je vais être dans le tout début de Facebook, puisque l'agence a 15 ans. Donc, c'était les prémices des réseaux sociaux. Donc, je vais vraiment choisir des leviers, on va dire, qui sont délaissés. Les enfants plus pauvres à l'époque de la communication. Parce que toutes les grandes agences, qu'est-ce qu'elles veulent? La télé, le cinéma, la radio. Donc, je vais sortir des terrains classiques et du traditionnel pour me faire un nom. Alors, on va utiliser un peu de wording, puisque tu aimes bien ça, visiblement. Dès le début, tu as senti que les marques devaient être intéressantes avant d'être intéressées, yes ou no? Yes, un grand yes. C'est mon mantra que je n'ai quand j'écris Conceptory, le nom, la marque. En dessous, je me dis, il me faut une philosophie, un mindset. Et j'écris quelque chose que je crois fondamentalement, c'est être intéressant avant d'être intéressé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça donne aujourd'hui le brand content n'est plus simplement du brand content, mais on parle de brand utility. Une marque, c'est plus qu'une marque. Elle doit apporter quelque chose à la société moderne. Elle doit, les consommateurs attendent d'elle, finalement, la communauté attend qu'elle s'implique, qu'elle ait vraiment un regard sur le monde et qu'elle fasse quelque chose pour la société, qu'elle amène sa pierre à l'édifice. Donc, je crois qu'il faut être intéressant. Oui, on veut vendre des produits ou des services, mais derrière ça, est-ce que tu es intéressant? Est-ce que ce que tu racontes, est-ce que une marque, Nike, ne vend pas que des joggings? Nike te donne des applications pour faire ton meilleur running, en écoutant la musique, en changeant les parcours. Voilà, c'est des expériences que tu dois vivre. Donc, c'est un grand yes. Il faut être intéressant avant tout. Avant d'être intéressé, c'est comme faut savoir donner pour recevoir. Tu parles de Nike, y a la baseline, Just Do It. Tu as aussi ASICS, quand tu décomposes les lettres, on est complètement dedans. Est-ce que tu ajoutes une notion d'humanité là-dedans? Tu cherches à concilier créativité et humanité? Bien sûr, parce que en fait, moi, j'ai créé une agence qui est social native. Ça veut dire que qui a le pouvoir? C'est la communauté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de social power. La communauté, on doit engager les gens. Et on voit bien, quasiment les réseaux sociaux, c'est devenu le plus grand média au monde. Tu peux faire des campagnes sur tous les continents, frapper partout en étant sur les réseaux sociaux. On voit les chiffres qui sont colossaux. D'ailleurs, les plus grandes boîtes cotées, quand tu regardes Meta, TikTok et autres, et c'est pour ça d'ailleurs que tu as même des politiciens qui rachètent des plateformes. Oui, c'est clairement dans ça qu'il faut aller. Alors, on va maintenant justement vers ta société et ton livre. Fonder Conceptory, c'était un besoin de liberté, yes ou no? Et quel moment a déclenché cette envie chez toi?
encore une fois, yes, je peux le dire plusieurs fois. J'avais du mal, j'étais déjà enfant, moi, j'avais du mal à écouter les professeurs me donner des ordres. Je pense que y a certaines personnalités qui ont du mal à rentrer dans les rangs, à rentrer dans les clous. Et je suis d'une famille quand même aussi d'entrepreneurs, donc j'ai grandi là-dedans. Et j'avais envie de m'exprimer. Quand je suis rentré même dans la publicité, dans le marketing, je voulais faire ce qu'on appelle le 360, le multicanal. C'est-à-dire que dès que j'avais compris ce que c'était, peut-être on reviendra sur le déroulé de mon parcours, mais je voulais passer de la créativité à la vente, de la vente au marketing, du marketing à la stratégie, d'un support, d'un média à un autre média. Et finalement, rentrer dans une boîte en étant dans un job, c'est se mettre, c'était pour moi à l'époque, hein, aujourd'hui il y a peut-être plus de liberté et un côté plus agile et hybride. Moi en tout cas j'avais envie de créer ma boîte, mon empreinte, et de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, la manière dont j'ai envie de le faire. Alors il y a du bon, c'est la liberté, tu l'as dit. Après, comme tout entrepreneur, il y a son lot de stress et d'angoisse, mais ça fait partie du job. Alors ta boîte, on va y revenir. Concernant le Révolution Story que tu as écrit, c'était un moyen de transmettre ou de te confronter à tes propres limites? Question compliquée. Les deux, mon capitaine. En fait, c'était à la fois transmettre. J'ai été prof en école de commerce et j'ai fait plusieurs conférences et différentes prises de parole. Mais un livre, ça encapsule. Déjà, c'est une marque quelque part. Tu parles pas des autres marques cette fois-ci, tu parles de toi-même. Donc, il y a quelque chose déjà de psychologique, d'autobiographique. Ça fait du bien d'écrire. Moi, je conseille à tout le monde d'écrire un livre ou un livre blanc, en tout cas de se poser. Et à la fois, peut-être c'est la crise de la quarantaine, ça permettait de faire le bilan et de poser tout ce que j'ai appris dans mon parcours, de dire merci à toutes les marques qui m'ont accompagné, de dire merci à tous mes collaborateurs, de dire merci à tous les médias et les autres agences partenaires. Et à la fois, tu te confrontes avec toi-même, puisque tu es obligé de dire est-ce que je sais vraiment parce qu'un livre, tu as intérêt à ramener du savoir pour les gens. Donc j'ai repris mes bouquins. À la fois, j'ai fait pas mal de bench, de veille, ce qu'on appelle du planning stratégique. Et puis, je me suis confronté à une vingtaine de personnalités, et pas des petits noms, hein. J'imagine, on va en parler, mais bon, Nicolas Bordas, Mercedes Serrin, Georges Mohamed Chérif, Thierry Ardisson. Quand tu vas en rendez-vous et que tu es en interview face à eux et que tu fais un ping-pong, tu as intérêt à être préparé. Ardisson, j'imagine le ping-pong. Je ne sais pas quelle question il a pu te poser. Il faut faire gaffe quand même avec lui. Il m'a posé comme question, pour être franc avec toi, il m'a dit, écoute, à l'époque, il y avait le zapping à la télé. Mais bon, les gens, ils regardent moins la télé. Alors aujourd'hui, le zapping, c'est devenu quoi ? Et je lui dis, le zapping, aujourd'hui, c'est le scrolling. Le zapping TV, c'est devenu le scrolling RS des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, tu zappais les chaînes de télé, de la 1, la 2, la 6, le truc. Tu regardais, aujourd'hui, tu passes de ton LinkedIn à WhatsApp, tu reviens sur ton TikTok. Il y a des fois, tu as 3 conversations en même temps. Tu passes du pro au perso. Il m'a dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. Alors justement, là, tu viens de parler des réseaux sociaux, tu en parles beaucoup dans ton livre. Selon toi, quelle est la grande dérive de notre époque digitale ? Je vais y revenir, hein, c'est l'addiction aux réseaux sociaux. Alors, Laurent Carilla, qui est addictologue et qui est psy, et qui est, on va dire, le plus grand expert sur l'usage problématique lié aux écrans et aux réseaux sociaux, qui est dont justement, il est dans mon livre. Il a un chapitre qui s'appelle « Les mots des réseaux sociaux », MAUX. C'est toutes les problématiques. Donc pour moi, les travers, c'est tout ce qu'on retrouve dans l'impact des réseaux sociaux à outrance. Alors on va me dire, oui, c'est facile, tu as une agence de réseaux sociaux, d'influence, et pourtant, tu parles de tous ces points négatifs. Mais c'est justement parce que j'ai une agence là-dessus que je vais pouvoir maîtriser, de pas aller trop loin. Et là, on va retrouver le phénomène du FOMO, Fear of Missing Out. Ça, c'est, on va dire, tous. Hein, on a, c'est comme l'alcool mondain. On a tous, quelque part, une addiction, un usage qui grandit. Hein, on voit les chiffres, l'usage montant des réseaux sociaux et du scrolling. Mais ça peut aller dans des cas beaucoup plus graves. Et d'ailleurs, on en a même fait une campagne avec le Zombie Score, où on peut calculer ton rapport, ta relation aux réseaux sociaux. Le vert, c'est comme le Nutri-Score. Le vert, le A,
c'est que tout va bien. Et puis, si tu vas dans le jaune, le orange, le rouge, c'est des cas de plus en plus graves. Et on arrive à de l'harcèlement, de la cybercriminalité, des gens qui ont des problèmes d'image, la féminité liée aux problèmes que peuvent donner des influenceuses où tu te sens pas bien. Enfin, il y a une multitude d'impacts liés aux réseaux sociaux. Donc, c'est un vrai sujet que moi, j'ai décidé de prendre à bras le corps. Justement, alors dans un monde qui est complètement saturé de contenu, de fake news, de recherche, de sensationnel, tu crois encore au pouvoir des histoires vraies? Comment tu peux encore y croire? Ben, écoute, tu viens de le dire, fake news. Donc, face aux fake news, il faut bien, si tu as le bien, tu as le mal. Si tu as le bon, tu as le mauvais. Donc moi, j'ai décidé de croire aux belles histoires. J'accompagne les marques à travers mon projet, parce que Concept Story, c'est une des agences, mais il y a un collectif qui s'appelle The Collective Story, pour l'histoire collective ou la collective de l'histoire. Et qu'est-ce qui nous amène tous dans ce collectif? C'est la passion pour les marques de raconter des histoires qui marquent, des histoires vraies et authentiques. Et moi, je crois que, prenons un exemple. Prenons par exemple là dernièrement les secrets Loli. Pourquoi elle réussit, Kelly Malson? Elle réussit parce qu'elle est vraie, elle a démarré dans la cuisine avec ses filles. Elle n'avait pas les produits qu'il fallait. Alors oui, elle parle produit, mais elle parle marque, elle parle authenticité. Et le fait de pouvoir, et on le voit, hein, l'empowerment féminin, Respire, toutes ces marques-là, Gemio, toutes ces marques au féminin qu'on réussit, bah, c'est des filles qui ont su parler avec authenticité d'histoires vraies. Alors, revenons sur les marques, tes clients. Tu penses qu'une marque doit devenir une communauté avant d'être un business? Yes ou no? Oui, bah on reprend l'exemple de Kelly Massol. Elle a créé une communauté énorme avec les secrets Loli. Et il y a beaucoup de marques comme ça qui ont des communautés. Burger King, il y a une communauté Burger King. Oasis, exprès, je cite pas mes clients. Tu l'auras remarqué que je prends des belles barres qui sont pas chez nous. Mais pour parler voilà, des clients, par exemple, que nous, on a créé une communauté avec Nocciolata. Alors, Nocciolata, la pâte à tartiner, voilà, c'est des gens qui... Donc, c'est sans huile de palme. C'est des gens qui ont une gourmandise authentique et vraie. Donc, on parle aux familles. Donc, oui, on parle de community builder. Aujourd'hui, une marque forte, c'est pas une love brand. C'est une like brand. C'est une marque qui est capable d'être dans le like, d'être dans... plus que le love, d'engager une communauté. Et ça a une valeur énorme. D'ailleurs, les entrepreneurs, ils parlent de l'effet goodwill. Tu sais, quand tu calcules le rachat d'une boîte, alors oui, hein, tu regardes le PNL, tu regardes l'EBITDA, le fameux EBITDA, mais à un moment donné, tu as aussi une valeur, un supplément d'âme, une valeur où un actionnaire ou un fonds est capable de mettre beaucoup plus d'argent, c'est d'aller chercher une marque à une communauté. Et ça a une valeur énorme, ça, de pouvoir dire, oui, il y a 4 millions de personnes ou 2 millions de personnes qui croient en ma marque. Je peux leur demander leur goût, leur avis. Voilà, j'hésite entre deux lancements de produits, entre la pistache et l'amande, si on parle d'une marque de bouffe. Et la communauté va te répondre, ouais, ben nous, on veut l'amande. On veut pas la pistache. Ben là, tu peux aller en supermarché, tu peux lancer. Donc, pour les études, pour le bench, pour les KPI, pour le ROI, en fait, c'est incroyable d'avoir une communauté qui te suit. Un peu comme une star de cinéma ou une rock star à un concert. Ben, si tu veux remplir les salles, tu as intérêt à avoir une communauté qui te suit. Tu parles t'as parlé de collectif, de communauté, de storytelling qui peut être vrai ou moins vrai d'ailleurs. Est-ce que tu dirais que le storytelling vaut plus parfois que le produit lui-même? Et le cas échéant, qu'est-ce que ça dirait sur notre époque? Moi, je crois que ce qui va faire la différence dans le futur, c'est effectivement le storytelling. Le produit, il y a une multitude de produits qui se lancent, évidemment, et prenons d'ailleurs même l'Asie, qui est capable de faire des produits incroyables. Mais comment tu te démarques? Comment tu crées ta différence? En ayant un storytelling sur ta marque et tes produits. 2, sur ton entreprise, parce que maintenant, on parle de la marque employeur. Donc, il faut aussi recruter des talents et garder une adhésion, une cohésion interne. Et puis après, même aujourd'hui, tu as même une marque. Le personal branding, la marque des dirigeants. Aujourd'hui, nous, on a des coups de fil des COMEX, les présidents, les DG, qui disent « Mais moi, je veux prendre la parole sur LinkedIn ou sur TikTok parce que finalement, tu fais partie de la marque si tu es ambassadeur. » Donc, le storytelling, plus que jamais, va être fondamental. D'ailleurs, on le voit, storytelling, si on prend le format, c'est de la story. Et c'est quoi les formats qui émergent le plus en ce moment sur toutes les plateformes? C'est des stories.
Alors, en mode story très rapide, je vais te poser quelques questions. Tu vas juste me répondre yes ou no, une petite phrase si tu veux, mais on va faire court sur celle-là. Les réseaux sociaux ont reprogrammé nos cerveaux. Yes ou no? Yes. Tu veux que je développe? Si tu veux, tu peux faire une petite phrase. Il y a toujours du bon et du moins bon. Et, yes, on peut trouver des amis, on peut faire beaucoup de choses extraordinaires. Mais oui, il y a des algorithmes. Oui, ils apprennent très vite, un peu comme l'IA, et ça nous formate. D'ailleurs, on parle des zombies. C'est ceux qui sont des zombies accrochés au smartphone. On les voit dans la rue, ils regardent même plus. Ils regardent leur téléphone, il peut se passer des trucs graves. Donc oui, ça nous a formaté et on doit avoir un recul, faire attention, y mettre des règles et une réglementation, réguler tout ça, comme on a commencé à réguler l'influence. Deuxième question, une marque peut encore vivre sans pub? Une marque peut vivre sans pub. Regarde, tu as des phénomènes sur Amazon où tu as des marques qui ne communiquent pas et qui arrivent à vendre par cette force-là. Donc, si tu réponds à un insight, à un vrai besoin là-dessus. Après, qu'est-ce qu'on appelle publicité? Parce que l'UGC, quand tu as des content créateurs où c'est repris par le public qui va prendre des produits en disant « mais c'est super ça, regarde pour ta cuisine, regarde ce gadget pour tes toilettes ou pour ton bureau » et que finalement tu le trouves sur Amazon ou d'autres plateformes. Il n'y a pas eu de grande publicité du produit, mais on est dans une consommation finalement assez primaire. Donc on est dans la pyramide de Maslow, c'est-à-dire le primaire. J'en ai besoin, voilà, de quelque chose. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui fait la différence entre un jean? Je vois que tu as un jean, moi j'ai un jean. C'est quoi la différence entre un jean H&M que tu vas payer 30 balles, un jean Levi's que tu vas payer 150 balles et un jean Yves Saint Laurent que tu vas payer 800 balles? C'est qui le meilleur jeaner dans l'histoire? Est-ce que c'est pas Levi's? Pourtant, il y en a un qui coûte 30 balles et puis il y en a un qui coûte 700 balles. C'est ça la marque. Donc finalement, se poser la question de pourquoi communiquer, je crois que cet exercice de style peut te permettre de savoir comment Yves Saint Laurent arrive à vendre des jeans. Il y a même certains, on va dire, grandes marques de luxe qui vendent des jeans à 1500 balles. C'est 10 fois le prix d'un Levi's. Vaut mieux pas l'abîmer celui-là. Et question un peu touchy par rapport à nos auditeurs. Alors c'est une question et pas une affirmation. La génération Z est ingérable. Yes ou no? Yes et no. Yes, c'est vrai que de prime abord, surtout pour des gens qui ont mon âge et des gens plus âgés, elle paraît compliquée. Donc, c'est pas les mêmes codes, mais il faut vivre avec les codes de son époque. Donc, il faut s'adapter. Et c'est pas elle qui s'adapte à toi. Tu l'as bien remarqué. Tu as plutôt l'impression que c'est à toi de t'adapter à eux. Et l'effet Covid, tout l'effet des réseaux sociaux et de ce qu'on vit là, de la consommation, a fait qu'il y a une crise des codes et qu'il faut voir les choses différemment. On ne peut pas parler en termes d'horaire, mais il vaut mieux parler en termes de livrables. Faut pouvoir leur faire confiance et dire, écoute, fais moins mais mieux. Un peu comme les marques que j'accompagne sur les réseaux sociaux. Je leur dis, on n'est pas obligé de faire 40 stories par jour parce que vaut mieux faire des social ads et vaut mieux agir less. Less is more, comme disent les Américains. Donc finalement, oui, c'est une génération qu'il faut savoir embarquer. Ouais, complètement, c'est pas toujours simple, il faut trouver le bon curseur. Alors, par rapport à tes défis, enfin les défis en général, ta vision du futur, est-ce que tu crois que la publicité telle qu'on la connaît, on la connaissait, est condamnée? T'as un peu répondu aussi sur l'avenir, mais un peu plus précisément peut-être encore? Alors, je pense qu'elle se réinvente tous les jours parce que c'est comme la mode. Tu te réinventes dans chaque univers. Tu as besoin d'aller de l'avant, tu te réinventes. Mais on réalise que c'est comme les vieilles recettes de grand-mère. Tu as quand même des fois, ça fait du bien d'avoir un beau spot télé ou un bon key visuel avec une campagne d'affichage qui claque. Mais aujourd'hui, on va dire que la manière de consommer l'information, la manière de voir les médias est différente. Tu peux être dans ton canapé, regarder la télé, en même temps tu as ton iPad, et en même temps tu réponds en notification ou on t'interroge en ping-pong en social media. Nous, de toutes les manières, les campagnes qu'on crée, elles sont social natives. C'est-à-dire qu'on passe au crible d'une méthode conceptory de dire, mais est-ce que c'est socialisable? Est-ce que c'est influençable? Est-ce que je vais le partager? Je vais le liker? Ça, c'est le cœur de toutes nos campagnes. Et après, quand les marques ont des moyens, parce qu'il y a quand même moins de moyens qu'avant, donc c'est bien l'époque d'avant, mais aujourd'hui, tu n'as pas les millions et pas les mêmes capacités d'une marque, et puis tu as un retour au KPI, au ROI,
que peut donner le digital que tu avais peut-être moins dans les codes des grands médias avant. Donc, faut savoir créer des dispositifs vraiment beaucoup plus malins et tactiques en mettant les codes d'aujourd'hui, le social et l'influence dans les dispositifs. Pour avoir un ROI quasi immédiat, ce que tout le monde attend. Et est-ce que tu crois que le futur appartient aux marques à impact? Mais alors impact, je ne sais pas comment il faut le prendre maintenant, parce que tu as l'impact du type responsabilité ou tu as l'impact en productivité, ça peut être de l'IA. Pour toi, le futur, c'est quoi à ce niveau-là? D'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois des marques là qui ont breaké, comme on dit, qui n'ont même pas 10 ans. Certaines n'ont même pas 5 ans. Les fameuses DNVB, Digital Native Vertical Brand. Et tu as des empires, même dans les agences de pub, tu as des groupes internationaux où des grandes marques qui meurent. On le voit dans le textile, j'en parle dans mon livre. On a beaucoup de grandes marques où on se dit mais c'est pas possible. J'aurais jamais pensé que cette marque elle dépose le bilan. Donc aujourd'hui, une marque, elle doit comprendre que derrière le love, il y a le like, il y a l'engagement de la communauté. On en a parlé là au fur et à mesure, toi et moi. Donc oui, aujourd'hui, on doit, si on est une marque, comprendre les codes et mettre au cœur, on va dire, du why, de la reason why, mettre vraiment des choses qui sont à la fois à la frontière de l'éthique et de l'utility. Donc, c'est des marques qui sont capables d'avoir un regard sur la planète, d'apporter sa pierre à l'édifice et une vraie vision. Tu sais, on parle dans les plateformes de marque, on parle de vision et de mission. Aujourd'hui, réellement, on voit Patagonia qui cartonne parce qu'il a embarqué les gens dans une mission, une vision assez claire. Et ça ne pardonnera pas au couperet des marques qui finalement sont juste capitalistes et qui n'ont pas ce supplément d'âme de pouvoir amener ça. Alors maintenant, l'impact, ça va être aussi l'impact sur les sociétés, sur les ventes. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense que le jury, le grand jury, c'est le grand public, c'est la communauté. Et que les marques, elles ont intérêt à vraiment se saisir de tout le langage de nos jours. Et celles qui l'ont compris arrivent à faire des scores et des chiffres assez hallucinants si on prend toutes les marques très numériques qui se sont créées dernièrement. Une marque comme Veja, même, je ne suis pas sûr qu'elle fasse tant de publicité que ça. Et tu retrouves d'ailleurs le même raisonnement, je pense, chez les influenceurs. Ça a démarré il y a 7-8 ans. Moi-même, j'en ai utilisé. On n'appelait pas ça des influenceurs d'ailleurs. Ou alors, si on les appelait influenceurs, mais ils étaient vraiment influenceurs, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. On parle plus de créateurs de contenu. Et puis, on en a vu pas mal qui étaient finalement des feux de paille, qui ont réussi à créer des communautés, mais qui ne valaient pas grand-chose. Et à côté de ça, tu as une Léna Situation, dont tu peux peut-être parler, qui n'a rien à voir, parce que je pense qu'elle exprime un peu tout ce que tu as dit sur une marque. Oui, en tout cas, elle a compris sa génération, elle est authentique. À la fois, elle a travaillé sa marque. Tout ce qu'elle crée, c'est très cohérent. Toutes ces collaborations sont cohérentes. Elle arrive à upgrader finalement et à embarquer des concepts. Mais tu remarqueras que finalement, les influenceurs qui réussissent le plus, c'est pas pour prêcher conceptory et les concepts. Mais aujourd'hui, avant, tu faisais des campagnes d'influence. Ouais, petit placement de produit, est-ce que tu peux parler de... Mais ça fait très arriviste, très opportuniste maintenant. Aujourd'hui, finalement, on attend des influenceurs, les marques, même les marques, et ça devient des médias, on attend des concepts encapsulés. Si demain, il veut créer, par exemple, un influenceur, un podcast, c'est quoi la marque du podcast? C'est quoi le positionnement? Qu'est-ce que ça dit? C'est quoi le logo? C'est quoi le slogan? C'est quoi l'ADN? C'est quoi le tone of voice? Et tu dois être capable d'aller créer des opérations spéciales et des activations beaucoup plus, on va dire, 360. Et les influenceurs créatifs ou bien entourés vont être capables de vraiment continuer à émerger, ce qu'a fait Léna et un certain nombre d'autres. Et nous, on a même des appels d'influenceurs ou on va dire d'agents d'influenceurs ou de maisons de talents d'influenceurs qui me disent « Dis-moi, tu peux me créer un concept ?» Parce que là, on veut travailler avec telle marque, mais elle veut plus simplement un placement de produit. Elle attend de nous qu'on arrive avec un vrai concept. Mais nous, on n'est pas une agence créa, on n'est pas capable d'arriver avec une roco ultra déployée. Et donc, on part vraiment de la personnalité de l'influenceur et on va lui créer tout un concept autour qui a du sens. On l'a fait dernièrement avec Brooks, chez Webedia et Domino's Pizza pour l'anniversaire. Et on a créé Prêt à grailler. Donc, on lui a fait créer pour Domino's Pizza une collab. Il a créé une banane avec un bonnet, avec un nom qui s'appelle Prêt à grailler, qui est un mélange de prêt à porter et prêt à manger. Et donc, on a créé Prêt à grailler avec lui et ça a été un gros carton. T'es complètement dedans, tu es totalement passionné par la com et ton agence. Aujourd'hui, tu conseillerais à un jeune de créer une agence de com ou de se lancer dans la création de contenu?
Écoute, c'est une question qui est à la fois personnelle. Est-ce que déjà il a envie de manager du monde? Est-ce qu'il a envie de diriger ou d'être un solopreneur? Si c'est quelqu'un plutôt d'électron libre, bah, il faut qu'il continue, qu'il soit content creator. Si par contre, moi par exemple, j'ai toujours pensé que seul on va plus vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et donc je crois, bah, The Collective Story, hein, j'adore travailler en équipe. J'adore quand on arrive à 4, à 5, à 10, avec le client, avec des médias, avec les gens en interne, les créatifs, les community managers, les responsables influence, les talents. Quand on arrive à monter, quand j'ai envie de te dire vulgairement, un putain de concept et qu'arrive à embarquer une campagne, mais c'est jouissif d'être à 15, 20, 30 et à travailler sur l'idée d'une belle collab. Donc moi, je conseillerais aux gens qui aiment travailler en équipe et qui ont envie d'avoir des grandes choses, de pouvoir créer une agence moderne. Maintenant, il y a peut-être d'autres manières de créer des agences aujourd'hui, un peu hybrides. On peut être peut-être que très peu en tant que salarié, mais avec une collab, une dream team qui est faite de freelance, content creator, et se réinventer. Et pour finir sur cet aspect com, et avant mes 2 dernières questions, est-ce que tu as quelque chose à dire? Donc, question libre, tu t'inventes ta question et ta réponse par rapport à ton métier? En fait, j'aurais envie de dire aux jeunes qu'il faut qu'ils croient vraiment en la créativité en continuant à upgrader les idées. En fait, si tu regardes, on est nivelé. Tu parlais de l'IA tout à l'heure. Et quand on regarde le scrolling, il y a un côté très lisse. Même quand je regarde le personal branding des gens, j'ai l'impression que tout se ressemble. Les marques se ressemblent. Les prises de parole sur LinkedIn en ce moment, ça me fait chier. J'ai l'impression de voir toujours, parce que les gens ils font ça avec ChatGPT, l'IA et ça. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire aux gens, on a commencé par ça, on va finir par ça. Non-conformisme, yes à la créativité, et faut continuer à upgrader et pas se satisfaire d'un niveau de jeu un peu bas de gamme, mais vraiment added value, comme disent les ricains, d'amener une valeur ajoutée dans toute créativité. Et la créativité sous toutes les formes. C'est pas que, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas des idées ». Non, mais les supports que tu utilises, les canaux que tu utilises, c'est une forme de créativité. Les gens avec qui tu t'entoures, c'est une forme de créativité. Tout peut être créativité. Mais il faut ne pas se satisfaire d'un côté lisse. Et j'ai très peur que notre société aujourd'hui, elle soit tirée vers le bas de quelque chose d'assez standardisé. Tu parlais tout à l'heure, je reviens sur ton mentor Blachas, les Jacques Séguéla, Franck Tapiro, c'est des gens qui font partie de ton écosystème aussi. Ils t'inspirent quoi? Ah bah, il m'inspire, j'allais dire mes débuts, mais pas que, mais c'est que des noms, plus tous ceux que j'ai dans mon livre. C'est évidemment des grands mentors, des grands pères de mon métier. Et puis, tu as des gens qui sont arrivés et qui ont amené une infusion nouvelle. Donc, il y a 15 piges, Buzzman, Georges Mohamed, il sait à quel point il est venu, il a tout pété, comme disent les jeunes. Il a tout cassé avec Buzzman. Et aujourd'hui, tu as des boîtes modernes qui arrivent et qui, je suis sûr, qui vont amener un nouveau regard. Donc, tu as plein d'agences qui mêlent de l'influence, du brand content, avec des jeunes qui ont 25 piges. C'est génial. Mais continuer à boxer avec une créativité. Moi, ce que j'aime, c'est être sur le cul en regardant des campagnes en disant waouh, un peu comme un film. Tu sais, la pop culture, Je suspecte, Seven, tous ces films où t'as une fin, tu te dis mais waouh, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Kill Bill, nan. Et aujourd'hui, regarde finalement ce qu'on trouve en réseaux sociaux. On a le même problème avec les séries. Je sais pas, quand tu regardes, on a ce problème, on regarde Netflix, on regarde Amazon Prime, on regarde les trucs sur Apple. Et putain, pour trouver des séries modernes qui upgrade avec les scénarios qui tuent. Et en fait, la volumétrie, la cadence du Taylorisme-Fordisme version moderne dans cette société fait que tu as une quantité qui dessert la qualité. Donc, moi, je combats pour cette créativité. Mais même nous, hein, je dis pas qu'on est les meilleurs. Mais en tout cas, moi, j'essaye d'aller ping-ponger là-dessus. Quand tu parlais de films à l'instant, alors ça tombe bien, c'est une de mes dernières questions. Tiens, d'ailleurs, un film, je ne sais pas si tu le connais, celui-là
où il y a du twist insaisissable. Ouais, Je sais pas si tu as bien. vu la série, parce qu'il y a le nouveau qui sort très bientôt, là, ou qui vient de sortir. Je trouve ça assez extraordinaire. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué, à n'importe quel niveau, que ce soit à titre personnel ou professionnel, enfin, vraiment qui t'a inspiré, qui t'a fait un choc? Moi, je suis un fou de films. Donc là, tu me poses une question, c'est comme, ouais, est-ce qu'il y a une chanson? Il y en a plein, j'ai commencé à citer des films cultes qui m'ont marqué. D'ailleurs, dans le livre, en rigolant, je parle de Ce que veulent les femmes, où Mel Gibson, il est en agence de pub, et il a une voix, il est capable d'entendre ce que personne n'entend. Il entend à voix ce que pensent les femmes dans leur tête. Donc c'est un film qui m'a marqué professionnellement, parce que je me suis dit, mais ça c'est le rêve, si tu sais ce que pensent finalement tes clients, le public. Donc oui, c'est un clin d'œil, ça fait partie des films hyper malins pour mon métier. Mais après, tu as tous les films de Spielberg, de Tarantino, moi j'ai adoré Irishman, qui a été pour moi... tous ces films de mafia, c'est pas que je suis proche de la mafia, mais ça a bercé mon enfance. Donc il était une fois dans le Bronx, il était une fois en Amérique, Le Parrain. Enfin, j'ai pas une réponse, je peux pas t'apporter une réponse là-dessus. Tellement j'aime le cinéma. La réponse est quand même assez complète. Alors, si tu devais, maintenant c'est la question finale, résumer toute ta trajectoire à un seul, cette fois-ci, yes ou no, qui a tout changé pour toi, ce serait lequel? Je pense que le yes qui a changé ma trajectoire, c'est d'aller dans les médias tactiques et de dire non à une carrière classique. En fait, moi, quand j'ai démarré, il y a eu le 11 septembre 2001. À ce moment-là, je suis chez Cara. Cara, je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'était un des plus grands acteurs de l'achat d'espace au monde. Donc, faut saluer Gilbert Gross. Ça a donné après Vocation Publique, Posterscope, et aujourd'hui Dentsu. Donc tout ça, c'est grand achat d'espace où tu achètes de la télé, de la radio, de la presse. Tu l'achètes en volumétrie énorme pour toutes les marques. Et à ce moment-là, je suis là-bas et il y a le 11 septembre. Mais moi, j'achetais en télé et j'achetais de la musique, pour Universal Music d'ailleurs. Et à ce moment-là, il y a tout s'arrête, des flash infos et tout. Et en fait, moi, je vais te le dire avec mes mots vulgaires, ça me casse les couilles. J'ai acheté des plans médias. Et donc, on ne te demande pas de créativité, c'est bête et méchant. Tu achètes au spot, tu achètes au kilo sur TF1, M6, Canal et autres. Et je me suis dit, mais ça va être compliqué, ça va être long la suite de ma carrière. Et je suis jeune, hein, puisque je suis au tout début. Et il y a le 11 septembre, et je vais voir la DRH et je lui dis, écoute, c'est quoi, je crois que je ne vais pas rester en fait. Elle me dit, mais tu viens de démarrer, il n'y a même pas 2 semaines. Tu as démarré le 1er septembre. Et je lui dis, écoute, ouais, mais ça ne me plaît pas. Et puis... elle va me proposer de rentrer dans une petite filiale, parce qu'il y avait beaucoup de monde en télé, mais il y avait une petite filiale qui s'appelait Cara Events, où ils étaient 7-8. Et elle me dit, est-ce que tu veux pas rentrer là-bas? C'est nouveau. Ils font du hors-média, du tactique, des campagnes comme ça. Et en fait, je vais intégrer cette filiale et je vais être le petit nouveau trublion. Et on va me demander d'aller défricher tous les supports tactiques. Et donc, je vais découvrir Cartcom, des cartes postales dans les bars, les restaurants, la pub sur des taxis, la pub sur des smarts, la pub sur des boîtes de popcorn, sur des tickets de parking. Et je vais comme ça aller rencontrer des entrepreneurs, je sais pas, 50, 60 boîtes, et je vais organiser tous ces médias tactiques. Donc, effectivement, heureusement que j'ai dit oui à cette trajectoire. Parce qu'à partir de là, ceux qui lisent le livre ou qui écoutent les podcasts ou qui ont regardé mon parcours, sans ce virage-là, il n'y aurait pas la suite de tout ce que j'ai pu faire après. Je crois que si je devais retenir un seul mot qui résume tout ce podcast que j'ai adoré, c'est le mot sens. Il faut donner du sens à tout. Alors, je te remercie beaucoup, Mickaël, parce que j'adore la communication, j'adore ce que tu fais. Je te connaissais d'avant et c'est pour ça que je t'ai invité. Merci d'être venu. Et à vous qui écoutez, rappelez-vous, un simple yes ou no peut faire basculer une carrière, ouvrir des portes qu'on pensait fermées, en fermer d'autres qu'on ne soupçonnait pas. Et surtout, la prochaine fois qu'il y aura une décision à prendre, il faudra savoir faire le bon choix, yes ou no. Merci, Mickaël. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'émission. Alors, vous pouvez nous retrouver maintenant sur tous les réseaux. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez même nous proposer des personnes que vous connaissez ou que vous aimeriez entendre avec plaisir. À partir du moment où elles ont quelque chose à raconter, quelque chose à partager et que ça apportera quelque chose aux auditeurs, on est bien entendu preneur.